Alors vous le savez très bien, toutes les pathologies respiratoires, asthme, des PCO, les bronchopathies, les viroses notamment, derrière les dernières recommandations, ces pathologies très fréquentes se basent principalement sur le traitement par voie inhalée. Et ce traitement, en fait, on a beaucoup de molécules, on a plusieurs dispositifs et c'est toujours un choix un peu particulier pour décider quel traitement choisir. On a pour les dispositifs deux grandes familles. En fait, les inhalateurs doseurs pressurisés, donc c'est les PMDI, et les inhalateurs à poudre sèche, les deux grosses familles de dispositifs. Alors je pensais que c'était les inhalateurs doseurs qui étaient les plus anciens. En fait, non, en fait, c'est les inhalateurs à poudre sèche qui sont plus anciens. Depuis 1947, ils ont été introduits, ils ont été utilisés pour des bronchodilatateurs pour l'asthme et pour traiter les infections respiratoires basses en inhalant de la pénicilline. Donc c'était un essai pour voir comment ça marchait. Ensuite, c'est à partir des années 60 que les inhalateurs doseurs pressurisés ont fait leur entrée sur le marché. Les inhalateurs doseurs, les sprays sont les plus prescrits dans le monde. Souvent, c'est le dispositif qui est le plus fréquemment utilisé, prescrit. Mais chez ce dispositif, le patient doit inhaler correctement, il doit faire une bonne coordination entre la main et la respiration et l'actionnement. Et donc, généralement, il faut faire aussi une inspiration lente, prolongée, profonde. Et ça pose un petit problème de manœuvre, ça pose un petit problème pour la bonne observance pour les patients. Pour les inhalateurs à poudre sèche, là également, il faut quelques recommandations, il faut une inspiration assez profonde, assez forte pour pouvoir donc avoir le produit correctement. Ce qui fait que chacun a ses avantages et ses inconvénients. Alors les sociétés savantes n'ont pas attendu longtemps pour discuter sur ça et pour se plonger sur le problème des dispositifs. Aussi bien pour la GINA que pour la GOLD, il y a eu des recommandations. Alors pour la GINA, vous le savez très bien, chaque fois, quand on a cette plaque que vous connaissez parfaitement par cœur, il y a toujours le choix de l'inhalateur. On revoit notre patient, on adapte, on rééduque, on montre comment utiliser et on le voit à chaque fois en essayant de voir les effets indésirables, le contrôle, l'adhésion, l'acceptation du traitement par le patient. Il y a également cette rose qu'ils nous ont présentée en fait, pour choisir le traitement inhalé et le dispositif à inhaler optimal pour le patient. Pour ça, on va regarder quelles sont les particularités de notre patient, quelles sont ses préférences, quel est le meilleur inhalateur pour l'économie du patient et pour tout ce qui est écologie. Et donc ce choix va être fait par le patient et son médecin pour la prescription du meilleur médicament optimal. La GOLD également, dans ses recommandations de 2024, là également, dès le diagnostic, dès qu'on va poser notre patient sous traitement, on va voir quelle est la meilleure technique d'inhalation, quel est le meilleur dispositif à prescrire chez notre patient. Pour ça, on va voir son adhérence, et puis par la suite son adhérence, l'effet pharmacologique, est-ce qu'on arrive à contrôler la pathologie ou pas. Et donc tout ça, c'est dans une façon continue pendant tout le processus de suivi de notre patient. Et ce qui fait qu'il y a des recommandations particulières propres aux molécules. Lorsqu'un traitement il est administré par voie inhalée, en fait, le choix doit être fait et adapté individuellement à chaque patient. Donc il est essentiel de voir, de faire la démonstration, d'expliquer à notre patient comment faire, et puis de s'adapter pour chaque dispositif. Quand le dispositif il est de type poudre sèche, inhalateur à poudre sèche, il y a la contrainte de l'inhalation, et puis quand c'est sous forme de spray, il y a cette problématique de coordination, main, bouche, pression, et puis le problème il a été résolu par l'adjonction du chambre d'inhalation. Par contre, pour les dispositifs à poudre sèche, les inhalateurs à poudre sèche, le problème persiste, notamment par rapport à cette pression. Alors, donc quand on va choisir ça, on va choisir un dispositif, on va d'abord, avant tout, comme tout médecin qui sait faire la chose, éduquer le patient à la façon à laquelle il va utiliser son dispositif. Alors permettez-moi, il y a une petite vidéo que j'ai vue pendant la dernière ERS, présentée par le président de l'Association mondiale des aérosols, que j'ai trouvé assez intéressante, la vidéo, qui parle de l'éducation du patient. Alors si vous pouvez mettre le son, s'il vous plaît. Et vous me direz par la suite ce que vous avez remarqué. James Bond, Casino Royale. Vous connaissez très bien.
fait, l'acteur, c'est le méchant, l'ennemi de James Bond, il a raté les 5 prises. Il n'a fait aucune correctement. Donc il n'avait pas de conseiller pneumologue pour le film. Et il est mort à la fin, je ne sais pas s'il est mort par James Bond ou il a fait une crise d'asthme aigu grave qu'il a emporté tellement il utilise mal son traitement. Et donc l'éducation permet d'éviter ça et de reprendre cette éducation de façon régulière, permet d'éviter de voir des scènes comme celle-là. Également, les erreurs, ce n'est pas que les patients qui les font. Nous aussi, les médecins, paramédicaux, kinés, on fait tous des erreurs. Et une des études qui s'est intéressée au sujet avait trouvé qu'il y avait, au début, dans la période 75-95, il y avait à peu près 20% de personnel médical, paramédical qui maîtrisait les techniques pour les sprays, encore moins pour l'inhalateur à poudre sèche, et puis ça s'est égalisé à peu près, et ça reste inférieur à 20% pour la période d'après. Donc même le personnel médical, paramédical, infirmier, kiné et tout, ils ne maîtrisent pas parfaitement les techniques, ils font des erreurs. Donc c'est pour ça qu'il faudra revoir et généraliser cette formation par rapport à l'utilisation des sprays et l'importance de l'utilisation du dispositif. Alors le dispositif, comme j'ai dit initialement, il n'y a pas de dispositif parfait. Chacun a ses erreurs, chacun a ses petits problèmes, des erreurs techniques, mais on estime que jusqu'à 90% des patients ils font des erreurs. Mais le problème, ce n'est pas les erreurs, c'est plutôt les erreurs critiques. Quelles sont les erreurs qui vont faire que le médicament ne va pas être efficace et qu'il y aura une conséquence sur le traitement de notre patient? Donc je vous rapporte ce petit papier, cette étude, qui a essayé de regarder de plus près quelles sont les erreurs les plus fréquentes qu'on fait. Et il s'avère que pour le turbo-alaire, c'était principalement la manipulation du produit. Et en troisième position, chez 32 des patients, un débit inspiratoire insuffisant. Pour ce qui est discus, le principal élément chez 38% des patients, c'était également une inhalation insuffisante pour avoir la dose correctement là où il faut. Et pour l'inhalateur, c'était principalement ne pas faire une inspiration lente, prolongée, profonde, pour avoir correctement la dose. Et quand on le regardait de façon plus proche, en fait, c'est principalement cette technique, la façon de faire l'inhalation, la technique de l'utiliser, qui est commune aux différents dispositifs, et l'inhalation qui est insuffisante à chaque fois qu'on parle de poudre sèche, comme principal élément qui a un impact significatif, comme on le voit sur cette roue, significatif sur le contrôle de la maladie. Donc par rapport au turbo-alaire et du discus, à chaque fois que le débit inspiratoire est insuffisant, on a un mauvais contrôle de la maladie et les symptômes de la pathologie sont aggravés. Là, c'était en l'occurrence pour l'asthme. Un autre papier, en fait, c'est Pritchard, qui est un anglais, un professeur anglais, qui s'intéresse particulièrement de façon très rapprochée au dispositif d'inhalation. Et en fait, il a publié 2 papiers. Le second, que j'ai trouvé assez provocateur, mais il dit souvent des choses vraies, en fait, il dit que les choses doivent changer de façon rapide actuellement, parce que c'est vrai qu'on a eu un traitement inhalé, c'est vrai que ça a donné de bons résultats, mais les conséquences, on est en train de voir un décalage entre l'utilisation de ces dispositifs et la réalité des choses. Pour lui, les inhalateurs à poudre sèche nécessitent un débit inspiratoire suffisant et doivent être à la limite contre-indiqués chez les sujets jeunes, les personnes âgées et les personnes très malades, notamment un BPCO en stade avancé ou un asthmatique en pleine crise. Il ne va pas pouvoir faire l'inspiration nécessaire pour recevoir le traitement. Et même après éducation et adaptation en traitement des patients, il y aura toujours des patients qui ne seront pas correctement contrôlés. Pour les inhalateurs, pour les sprays, le problème ne se pose pas puisqu'il y a eu cette solution d'utilisation d'une chambre d'inhalation. Et puis à chaque fois que les inhalateurs à poudre sèche, à la limite, sont peu recommandables, il y a cette solution qui serait la meilleure et la plus adaptée à notre patient, quelles que soient ses conditions respiratoires, neurologiques, cognitives. Et donc, dans la conclusion de son deuxième papier, il est à la limite formel, il dit que les inhalateurs à poudre sèche doivent être contre-indiqués chez les très jeunes, très vieux et les très malades. Les 3 catégories de patients ne doivent pas recevoir la poudre sèche. Et il conclut qu'actuellement, sur le marché mondial, ce qu'on voit en gris très clair, c'est que c'est les sprays qui sont les plus vendus, les plus utilisés à travers le monde. Et actuellement, comme il y a certaines contraintes psychologiques, il faudrait que ça progresse un tout petit peu sur ça, mais qu'au moins on est rassuré par rapport à nos patients et par rapport à l'utilisation. Là également, on le voit dans les différents pays
de l'Occident, on ne parle pas des pays africains, à part le Japon où c'est inférieur à 50%, tous les autres pays, États-Unis, Canada, Australie et pays européens, c'est les sprays qui sont les plus vendus et qui occupent la plus grosse part du marché en question de vente. Alors quelles sont ces erreurs critiques? En fait, les erreurs critiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont multiples dans les données, dans l'éducation de patients, et ces erreurs se voient quand on regarde les dispositifs, dans 62% avec la poudre sèche, dans le reste, dans les 38% avec les inhalateurs, que ce soit avec une chambre d'inhalation, avec dispositif électronique ou les inhalateurs composés de façon correcte. Donc ce qui fait, ce problème de dispositif, généralement, ça apparaît principalement donc, avec la poudre sèche. Il y a une étude également qui s'est intéressée aux inhalateurs à poudre sèche, au discus, avec un dispositif électronique qui est branché sur l'appareil et qui a permis de voir est-ce que notre patient fait des erreurs ou pas. Et ce qui apparaît que dans presque 50% des cas, dans 48% des cas, ce qui est en bleu, l'inspiration, le débit inspiratoire est trop faible, inférieur à 35 litres par minute, et il ne suffit pas pour avoir une dose pleine, là où il faut au niveau de nos branches et nos poumons, pour avoir l'effet. Bien sûr, il y a les autres erreurs, l'expiration dans le discus, le déclenchement sans inhalation, expirer dans le dispositif, tout ça, ça existe, mais quand même, jusqu'à un patient sur deux, il n'arrive pas à faire une inhalation suffisante. Alors, d'où la partie principale de la présentation, c'est sur le débit inspiratoire. C'est quoi ce débit inspiratoire et pourquoi il est aussi intéressant que ça? En fait, quand on comprend le mécanisme des inhalateurs à poudre sèche, on voit très bien que selon les différentes formes, que ce soit discus, turbulaire, multidose, unidose, il y a besoin d'un transporteur pour faire arriver les molécules au niveau des branches. Et pour le séparer des molécules de notre médicament, il y a un filtre d'abord. Le filtre est essentiellement, donc il y a une résistance au niveau des dispositifs, mais également le patient doit faire une inspiration assez puissante pour dissocier les molécules. En principe, généralement, c'est le lactose ou le sucré dans certains médicaments. Donc pour dissocier le lactose qui est le transporteur de la molécule, et pour pouvoir avoir les molécules. Donc ce débit inspiratoire va être nécessaire pour vaincre la résistance du dispositif et pour vaincre cette association entre lactose et les particules. Donc, ces facteurs-là vont s'associer avec cette notion de débit inspiratoire qui est suboptimale, qui n'arrive pas généralement à contrôler la maladie, ce qui fait qu'une des études qui a été publiée a prouvé que jusqu'à 40% des BPCO reçoivent des dispositifs qui ne sont pas adaptés à leur débit inspiratoire. Est-ce qu'on le regarde, ce débit inspiratoire? J'avoue que moi, non, je ne le fais pas, et ce n'est pas un truc auquel je me suis intéressé. Et principalement chez les BPCO. Donc quand on regarde chez les patients BPCO, à chaque fois qu'on a un débit inspiratoire suboptimal, inférieur à ce qui est nécessaire chez notre patient, ben, on a un taux de réhospitalisation à 3 mois beaucoup plus élevé que ce qu'aurait un patient qui a un débit inspiratoire normal. Donc, il n'est pas en train de bien prendre son traitement, et au bout de 3 mois, il va être réhospitalisé. Si on compare là également inhalateur à poudre sèche et les autres dispositifs, c'est là également, au niveau de tout ce qui est inhalateur à poudre sèche, où on a un problème de réhospitalisation et d'aggravation des patients. Ça veut dire qu'ils ne sont pas bien traités, ils ne sont pas bien pris en charge correctement. Là aussi, au niveau du débit inspiratoire, en fait, la limite de la pression dont on a besoin ont été définies. En ce qui est spray, c'est à peu près 20 litres par minute, c'est suffisant et ça permet d'avoir la quantité nécessaire du médicament. Par contre, pour le turbulaire, on parle de 60 litres par minute, pour le discus 30, et pour tout ce qui est aérolyseur, c'est 40 litres minute de débit inspiratoire pour pouvoir atteindre la dose nécessaire. Donc, en fait, ce qui est en vert, c'est des pressions de 0 à 120. Ce qui est en vert, c'est que généralement notre patient a pu faire une inspiration nécessaire, suffisante pour avoir correctement la dose nécessaire. Par contre, tout ce qui est en rouge, et parfois, quand pour l'aérolyseur, on doit dépasser les 40, souvent on a une inspiration qui n'est pas suffisante pour avoir le traitement. Bien sûr, une inspiration trop importante, trop forte, trop rapide par rapport au spray, là également, nous fait tomber dans l'excès par rapport au spray et on ne pourra pas avoir la dose nécessaire chez notre patient. Alors je vous présente une étude qui s'est intéressée particulièrement au débit inspiratoire de pointe ou de PIF. C'est une étude qui a été présentée en 2021 et était multicentrique, internationale, Australie, États-Unis, Europe.
Et elle s'est intéressée de l'impact de ce débit inspiratoire sur la qualité de vie et sur la vie des patients en real life, en réalité, chez ces patients. Donc, il y a eu comme recommandation de voir ça. Les patients, ils voient les patients avec leur dispositif. Et l'objectif, c'est d'avoir un débit inspiratoire optimal, une technique appropriée et le meilleur dispositif pour notre patient pour avoir une inhalation nécessaire et en adaptation avec la pathologie, tout ça comme objectif final d'avoir le contrôle de la maladie. Alors, ce qui apparaît, c'est que l'étude a été basée sur un examen clinique. Le patient il vient avec son dispositif, celui qu'il est en train d'utiliser depuis longtemps. On fait plusieurs tests pour évaluer le débit inspiratoire avec le dispositif et par la suite, on évalue. Il y a eu 3 publications qui ont suivi cette étude. La première, c'est d'identifier les erreurs critiques à l'origine de la décompensation et du mauvais contrôle de la pathologie respiratoire. Et donc on voit que à chaque fois que le patient n'expire pas, ne fait pas inspiration profonde, ne prépare pas correctement son dispositif, la position de la tête qui n'est pas adaptée, la position de dispositif qui n'est pas adaptée, tout ça, ça donne des erreurs. Et parmi les plus fréquentes, c'est les gens qui ne font pas d'expiration complète et ceux qui ne restent pas debout et la position de la tête qui est soit inclinée trop en bas ou trop en haut, qui donne des erreurs critiques par rapport à l'utilisation des dispositifs. Et ça avait permis de voir, de classer ces erreurs par catégorie, quelles sont celles qui sont critiques, celles qui sont graves et celles qui peuvent être acceptables en l'occurrence. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, parmi les erreurs les plus graves et inacceptables, c'est que le patient n'enlève pas le capuche du dispositif et donc il inhale directement avec le capuche. Ça m'a rappelé la vidéo de la dame avec Dr House qui mettait le spray comme un parfum sous les globes des oreilles. Donc c'est une des erreurs les plus critiques, mais heureusement elle n'est pas fréquente. Deuxième papier, il s'est intéressé aux facteurs associés à l'état de santé des patients BPCE. Et là, l'élément principal qui ressort comme principal élément de mauvais contrôle de la maladie, c'est le débit inspiratoire insuffisant et qui ne permet pas d'avoir le médicament. Et donc, de façon significative, le score de qualité de vie de ces patients il est altéré. Et notre patient il fait des exacerbations modérées et sévères, beaucoup plus que les autres patients. Et c'est principalement dans les 2 cas de figure avec un mauvais débit inspiratoire, à chaque fois avec un débit inspiratoire non adapté à son dispositif. Et donc, ils ont classé les patients en 3 catégories. Ceux qui ne doivent pas recevoir ce dispositif parce qu'ils ont une pression insuffisante. Ceux qui ont une pression théoriquement suffisante, mais qui ne pourront pas le faire malgré un entraînement, en prenant en considération des caractéristiques du patient, tremblement, état neurologique, état cognitif. Et puis, une grosse partie des patients, 71%, qui pourront recevoir le traitement, ils peuvent garder leur traitement parce que leur débit inspiratoire est adapté à leur dispositif. Et donc, comme conclusion, le principal objectif de l'étude, c'était que le débit inspiratoire, le PIF, quand il est suboptimal, il est de façon significative associé à une aggravation de l'état de santé des patients. Et donc, on avait classé les patients, comme je vous ai dit, en 3 catégories, et on doit prendre la décision par rapport au dispositif en fonction de ce débit inspiratoire. Et là aussi, le 3e papier, là également, on voit très bien que par rapport au coût, côté financier, mauvaise qualité de vie, décompensation, exacerbation, et donc le coût augmente, et on voit que pour un patient en moyenne, le coût il passe de 829 € par an à 1100 € en soins secondaires, donc en hospitalisation, en consultation chez le spécialiste, ce qui fait que même sur le plan économique, ce débit inspiratoire qui est insuffisant est grave. Alors ce débit inspiratoire, comment on va le déterminer? Dans les recommandations de la GOG, ils disent on regarde de façon subjective. Si on n'arrive pas à avoir une idée subjective, si on n'est toujours pas sûr, il faudrait avoir une mesure objective. Si ça ne marche pas, il faudra changer le dispositif. C'est la dernière option, changer le dispositif, bien sûr, parce que c'est jamais facile de changer un dispositif avec notre patient. Et donc, le débit inspiratoire, il y a ce petit système qui ressemble au Big Flow, qui permet de faire une inhalation et de nous donner le débit inspiratoire maximal du patient et d'adapter ça en fonction des différents dispositifs qui sont classés en code couleur en fonction de la pression nécessaire. Ce qui est en bleu clair, c'est la référence de ce qui est spray, ce n'est pas un débit inspiratoire très élevé. Et puis,
ça va en montant du brise à l'air au discus, au aérolyseur, donc tous les dispositifs ont ce code couleur et on a une couleur adaptée pour chaque type de dispositif. On saura si notre patient va pouvoir continuer avec son dispositif ou pas. On n'en a pas. Peut-être que c'est un appel à Vaga de distribuer ce genre de dispositif. Ça fera une bonne idée de lancement pour vos produits. Comme ça, on pourra voir le débit inspiratoire de nos patients à la consultation, comme pour le PICFLU, de façon très simple. Autrement, on peut le voir également sur la spirométrie. Tout simplement, le débit inspiratoire maximal, c'est la valeur qu'on a au milieu de la capacité vitale forcée, à 50% de la capacité vitale forcée. C'est le débit inspiratoire maximal. Et avec un petit réglage sur nos appareils, on peut avoir la mesure sur les comptes rendus qu'on a avec notre exploration fonctionnelle respiratoire pour connaître ce débit inspiratoire. Alors pour conclure, donc le choix du dispositif est un élément clé important dans notre décision thérapeutique de notre patient. C'est vrai qu'on se concentre souvent sur les molécules, quoi donner, par quoi commencer, mais là également c'est un élément aussi important, si ce n'est plus, pour décider du meilleur dispositif. Le choix se fait de préférence avec les patients, en discussion avec les patients, selon ses capacités, on l'éduque, on lui apprend comment faire les choses, et on devrait regarder le débit inspiratoire. Je ne vais pas aller comme dans la publication, il y a dit que c'est contre-indiqué chez les très jeunes, très vieux et les très malades, mais principalement cette source de patients, ce serait plus les sprays, plus ou moins à la chambre d'inhalation qui est la plus adaptée. Et il ne faut pas oublier donc toujours que dans notre prise en charge, il faudra s'adapter à notre patient, à la réalité de notre patient, à la réalité économique de notre patient, pour bien choisir son traitement et faire comme David Beckham qui lui utilise son traitement de façon correcte. Voilà, je vous remercie. Cette présentation, donc finalement, c'est le défi qu'on intègre la mesure du débit inspiratoire par un choix de l'inhalateur pour le patient asthmatique et PCO, c'est ça le message. Principalement chez les trois catégories, les plus jeunes, généralement le plus jeune, on va en fait les sujets âgés, les sujets qui sont très malades. exactement. La parole est à la salle pour les questions. Merci pour cette belle présentation. Je voulais dire pour le débit inspiratoire, il ne faut absolument pas l'utiliser pendant la période où le patient vient en préservation. Parce qu'alors les chiffres sont totalement faux. Il vaut mieux, pendant la période où on va contrôler le patient, c'est là qu'on a le véritable chiffre. Mais il est d'une très grande aide, donc ça permet quand même d'avoir une prescription bien ajustée du type de dispositif que l'on a. D'accord, ça arrive. Merci beaucoup pour cette très belle conférence. Donc, je voudrais juste compléter un truc que tu avais dit sur l'historique. Tu sais que moi j'adore l'histoire, et que dans l'histoire, on voit le présent et puis le futur. Le découvreur de l'aérosol doseur, c'était un ingénieur de troisième dans les années 60, comme tu as dit, qui avait sa fille qui était asthmatique. Et en fait, avant, si Jadot doit s'en souvenir, avant on employait des poires, comme des poires de parfum, pour les asthmatiques. Et sa fille employait ces poires de parfum, et il a découvert l'aérosol doseur qui était très gros au départ, pour rendre la vie plus heureuse de sa fille. Et je voulais juste montrer un film, un tout petit film chat. 2 secondes. Parce que c'est vrai, avant, quand j'étais résident dans le service, je me disais à chaque consultation, il faut demander aux patients comment ils utilisent leur spray. Et c'était très important parce que l'éducation, c'est ça. Donc, je voulais juste montrer 10 secondes de film s'il arrive à passer. 10 secondes de film, tu permets, Fatma. Oui, c'est important, d'autant plus que l'évaluation de la technique d'inhalation, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment qu'on assiste à chaque consultation. Il faut vérifier en temps réel et non pas juste expliquer aux patients. Il faut le regarder en train de prendre dans son spray. Bon, je ne sais pas. Il y a un problème. Non, avancez. Sinon, une autre question en attendant. Dans le slide, Regardez la patiente.
si j'ai demandé d'utiliser son spray. Voilà. Donc, donc ça lui parle. c'est ça, elle fait comme ça depuis 2 ans. Son spray comme ça. Pour la limite, c'est très bon. Il ne faut jamais être sûr quand le patient il dit c'est bon, je l'utilise bien, donc il faut vérifier encore. Activez le micro. Il faut le tenir. D'accord. Nous avons vérifié la codification. C'est une étape fondamentale qui n'est pas conjoncturelle, qui n'est pas horizontale, il faut qu'elle soit traitée à chaque année. En second lieu, en ce qui concerne les sprays, un topo sur les inhalations, et on disait à ce moment-là qu'il fallait tenir le lambeau à 9 à 14 cm devant la bouche pour permettre, parce que les particules, quand elles se dégagent, elles vont en circuitant de plus en plus. Et donc, il faut être un peu à distance. Si on la met dans la bouche, c'est une grosse particule qui se dépose entre eux. Autre chose, c'est le fait, pour le spray, de tenir l'embout par les dents et les lèvres, qui n'ont pas uniquement les lèvres, parce que les dents constituent un écran et réduisent l'impact, réduisent la pénétration. Bon, pour ce qui est les dispositifs à coudre, je pense que c'est une question d'éducation. Il y a des malades qui n'apprennent jamais pratiquement à coordonner main pour mot. Il faut se donner le temps de leur expliquer. Il y a des dispositifs dans lesquels il y a un déclic au moment de l'inspiration qui veut dire que ça s'est déclenché. Il faut, si on n'entend pas le déclic, il faut faire le reprendre. Merci. Donc, professeur Félix. Qui étaient sur le ring, n'est-ce pas, Dr Schmitt et Dr Mujib, qui chacune, à sa manière, essayaient de nous convaincre de la supériorité de l'aérosol par rapport à un inhalateur de poudre sèche. Et si mes souvenirs sont bons, il y avait une petite supériorité, je ne citerai pas laquelle, mais j'en étais presque à égalité. Donc aujourd'hui, c'est une controverse éternelle, réellement. Juste pour dire que, encore une fois, il y a un nouveau paramètre à prendre en compte pour choisir le meilleur traitement, le meilleur dispositif à donner, et qu'on doit aujourd'hui en plus intégrer dans nos critères de choix, à savoir le débit inspiratoire. Donc je ne sais pas si on va prendre les recommandations trop vieux, trop jeunes, trop malades, ou il faut être quand même un peu plus, on va dire, objectif, avec une mesure réelle de ce débit, si on veut changer nos pratiques, ou peut-être moduler un tout petit peu nos pratiques, pour réinscrire ou réintroduire l'aérosol dans nos pratiques pour les malades chroniques. Au fait, vous avez raison, l'idéal c'est d'avoir une valeur et d'être vraiment objectif avec ça. À défaut, c'est à chaque fois qu'on n'arrive pas à contrôler notre patient, si ça ne marche pas, s'il prend correctement son dispositif, mais il est toujours non contrôlé,
dans le processus de révision, d'éducation et tout, il faudra peut-être y penser, voir même sur la spirométrie, essayer d'avoir la valeur, pour voir peut-être que la partie inspiratoire de la courbe n'est pas assez profonde. Ça nous donne une idée, peut-être qu'il faudra penser à changer de dispositif. Soit initialement, mais au pire, quand on n'arrive pas, c'est pendant le suivi de notre patient. Et l'idéal, c'est d'avoir ces dispositifs, je pense, qui ne coûtent pas très cher. L'idéal, c'est d'en avoir un à la consultation. À chaque fois qu'on a un BPCO, un stade assez avancé, on mesure ça, et à chaque fois, ça fait un des critères qu'on ajoutera à notre décision pour le dispositif. De faire l'inspiration. Oui, c'est comme le pic flow en sens inverse, en quelque sorte. Il y a quelques années déjà, et finalement on était tout à fait d'accord à la fin, et on avait présenté un algorithme, une proposition de Dolores finalement, parce que le délire inspiratoire c'est un élément très important de l'équation, mais pas que, puisque notamment chez le PCO, ça va faire intervenir d'autres choses, je ne sais pas si c'est d'accord, notamment la coordination de la bouche, notamment la cognition du patient, est-ce qu'il est capable ou pas de reconnaître et de reproduire toutes les étapes qu'il faut pour justement avoir sa dose déclenchée. Il faudra justement intégrer toutes ces données, et le débit inspiratoire, et l'âge, et les problèmes articulaires parfois, le mal de coordonner, le mal qu'on peut avoir à coordonner sa main et sa bouche, pour justement pouvoir indiquer le meilleur dispositif pour le patient. Et même il faut ajouter la particule elle-même, le médicament en lui-même, sa taille et sa capacité d'atteindre les petites voies aériennes, parce qu'il y a des patients qui ont atteint des petites voies aériennes, donc on a besoin de choisir la molécule qui ira donc dans les petites voies aériennes pour être beaucoup plus efficace. Donc c'est tout ça qui fait que finalement, il n'y a pas un dispositif pour chaque patient, il y a parfois des dispositifs pour le même patient en fonction de son état, en fonction de sa pathologie, en fonction de la sévérité de la maladie. Tout à fait, d'accord avec vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Mais sinon, on peut remercier tout ça en famille. C'était une conférence. On passe tout de suite